Dans un contexte marqué par une crise sévère du système capitaliste, à partir de laquelle on tente de nous imposer toujours plus d'austérité, dans un calendrier de plus en plus occupé par les échéances politiques, la CGT, avec l'ensemble de ses organisations, prend la parole. Nous en avions pris l'engagement. L'adoption fin 2010 de la loi réformant les retraites ne mettrait pas fin à notre combat. Aujourd'hui, nous poursuivons cette bataille. Et soyons clairs, pour nous, l'avenir, c'est le rétablissement du droit au départ à la retraite à 60 ans pour tous et la reconnaissance des métiers pénibles. Pendant 8 mois, en 2010, nous avons arpenté les rues, organisé des assemblées et des grèves, occupé des entreprises. Le fronton de certaines mairies était marqué de cette revendication qui a mobilisé des millions de salariés. Non au recul de l'âge de départ à la retraite. Nous avons argumenté, fait la démonstration de l'injustice et du parti pris présidentiel pour la cause patronale. Pendant 8 mois, notre campagne a fait bouger les lignes. Elle a été le ciment de l'unité indispensable pour s'opposer à cette loi rétrograde. Je redis ici combien les militants de la CGT doivent être fiers de cette bataille qui a eu une résonance internationale exceptionnelle. Malgré cette mise en mouvement spectaculaire, malgré l'opposition de 70% de la population, le président de la République a fait le choix politique de passer en force et de s'appuyer sur sa majorité parlementaire pour imposer ce recul social. Oh, ce n'est pas le seul grief de la CGT à l'égard de l'action de Nicolas Sarkozy. Loin s'en faut. Je ne vous propose pas de faire ici la liste de toutes les mesures antisociales du gouvernement. Il faudrait pour cela allonger beaucoup trop la durée de ce meeting et certains d'entre vous rentreraient trop tard à la maison. La CGT s'exprimera prochainement sur le bilan peu glorieux de ce quinquennat. Ceci dit, cette réforme-là, cette réforme des retraites, elle pèse lourd dans le bilan. Quand on fait le choix de bouleverser les règles sur un aspect aussi essentiel du contrat social comme les droits à la retraite, et qu'on le fait dans de telles conditions, il ne faut pas être surpris des conséquences qui en résultent sur la popularité de l'exécutif. Nous avons apprécié comme il se doit la présence et le soutien en 2010 des partis de gauche aux manifestations et aux grèves s'opposant à la remise en cause de la retraite à 60 ans. Comment pouvait-il en être autrement? La retraite à 60 ans était une vieille revendication syndicale. Elle a été obtenue lorsque la gauche était au pouvoir. Vous le savez, l'aspiration au changement de président de la République s'accompagne d'une impatience au changement de politique sur le plan économique et social. La CGT réunit en son sein des adhérents et des sympathisants de diverses sensibilités politiques. Nous revendiquons ce pluralisme dans la première confédération syndicale du pays. C'est ce qui nous donne la force pour rassembler et être plus forts sur les revendications qui sont le ciment de notre unité dans le syndicat. Pour ce qui nous concerne, nous allons poursuivre inlassablement notre campagne et nos mobilisations sur nos revendications. Ce meeting est une étape et il y en aura d'autres. Nous savons aussi débusquer les déclarations opportunistes et la démagogie politique, telle celle de Madame Le Pen. Cette dernière dit être aujourd'hui favorable à la retraite à 60 ans, alors qu'avec son parti, en 2010, elle appelait le gouvernement à recourir à la force pour mettre un terme à l'attitude des émeutiers qui occupaient la rue.
C'est là le vrai visage du Front National. En dehors des périodes électorales, c'est toujours le camp du capital. Nous sommes bien conscients qu'à propos de la retraite, comme sur bien d'autres sujets, c'est affaire de rapport de force dans un environnement hostile aux revendications. Sous les coups de boutoir du patronat et au nom de la crise dont ils ne sont pourtant en rien responsables, les travailleurs partout en Europe devraient sans rechigner voir laminer leurs droits à la retraite et plus largement un ensemble de règles qui ont parfois été conquises de haute lutte. Dans toute l'Europe, une vaste campagne de culpabilisation se développe. Les salariés s'entendent dire qu'ils coûtent trop cher, alors que l'analyse objective de cette crise démontre ô combien qu'elle trouve son origine dans un mode de développement qui privilégie le capital au détriment du travail. En France, la productivité par heure de travail effectuée est l'une des plus élevées au monde, supérieure, par exemple, de 10% à ce qu'elle est en Allemagne. Nous ne sommes ni des fainéants, ni des incapables. Dans son show largement télévisé de dimanche soir, le président de la République a repris Bon, alors, je vous le dis, gardez des forces, parce que je dois parler de lui plusieurs fois. Donc, dans ce show que beaucoup d'entre vous ont suivi, manifestement, c'est pas un reproche, hein. Dans ce show, donc, il a repris cette vieille rengaine du coût du travail pour justifier deux mesures de portée considérable. Et je veux m'y arrêter un instant. La première d'entre elles, que nous avons déjà qualifiée d'arnaque, consiste à transférer une part des cotisations sociales prélevées dans les entreprises à hauteur de 13 milliards d'euros sur le consommateur par une augmentation de 1,6% de la TVA. Voilà donc un cadeau supplémentaire aux entreprises qui vient s'ajouter aux 170 milliards d'euros d'argent public et d'exonération dont bénéficient déjà les employeurs au nom de l'emploi. Madame Parisot, naturellement, vient d'applaudir bruyamment. Elle n'espérait pas obtenir autant à 3 mois des élections présidentielles. Dans un numéro de prestidigitateur, le président dit être sûr que la hausse de la TVA n'aura aucune conséquence sur les prix. Il n'est pas besoin d'être un économiste chevronné pour prédire au contraire que, loin d'assister à un comportement vertueux des entreprises, la hausse de la TVA provoquera une hausse des prix et donc une baisse du pouvoir d'achat. On nous dit aussi qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Mais qu'est-ce que la TVA si ce n'est justement l'impôt le plus inégalitaire qui soit? S'il y a bien une réforme fiscale à imaginer en profondeur dans notre pays, elle doit notamment viser à rétablir une plus grande justice fiscale qui tienne compte des revenus réels des uns et des autres. Nicolas Sarkozy, qui a instauré le bouclier fiscal pour protéger les plus riches, veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Petite page publicitaire à propos des impôts. Je suis heureux de vous annoncer que la VO spéciale impôt vient de sortir et que ça reste un outil indispensable pour tous les salariés qui ne veulent pas payer 1 euro de trop. La comparaison avec l'Allemagne vient comme un leitmotiv pour la démonstration présidentielle. Ça ne tient pas la route.
Et nous en avons fait la démonstration lors du fameux sommet du 18 janvier. Ce que l'on appelle le coût du travail est aujourd'hui très comparable en France et en Allemagne. Nous le constations la semaine dernière avec nos amis du DGB, la Confédération syndicale allemande. Que disent-ils? Ils disent, et leur analyse nous intéresse au plus haut point, que leur gouvernement s'est efforcé ces dernières années de faire baisser les salaires en Allemagne, d'augmenter considérablement la flexibilité des horaires et la précarité des emplois, au point qu'aujourd'hui, le DGB revendique l'instauration du salaire minimum qui n'existe pas dans le pays, plongeant des centaines de milliers de salariés dans la précarité la plus totale. En 10 ans, 8 salariés allemands sur 10 ont perdu du salaire. 22% des Allemands qui travaillent n'ont pas les moyens de vivre décemment. L'Allemagne n'est pas l'Eldorado que l'on nous décrit. S'il est vrai que l'industrie allemande affiche d'autres résultats que chez nous, la responsabilité n'incombe pas aux travailleurs en France. Les entreprises allemandes consacrent beaucoup plus de moyens à la recherche et à la formation professionnelle. Les entreprises françaises, elles, se consacrent d'abord à leurs actionnaires. En 2010, les entreprises françaises non financières auront distribué 210 milliards d'euros à ces derniers pour seulement 180 milliards consacrés au développement de l'appareil productif. Les véritables défenseurs de l'industrie, depuis des mois, ce sont ceux qui se battent dans les entreprises et sont parfois contraints d'occuper les usines pour mettre en évidence les gâchis, les erreurs de gestion qui débouchent sur un saccage de notre potentiel industriel. Le vieux discours patronal, selon lequel les baisses de charges d'aujourd'hui font les emplois de demain, est usé jusqu'à la corde. Ensemble, nous devons dénoncer cette manipulation et nous opposer à cette perspective d'augmentation de la TVA. Nous devons aussi réaffirmer que les cotisations qui servent à financer la protection sociale ne sont ni la propriété des employeurs, ni la propriété du gouvernement. Les cotisations sociales sont une part du salaire. Elles appartiennent aux salariés. C'est à eux qu'il revient de décider à quoi ils les affectent. La seconde mesure annoncée dimanche vise à instaurer des accords au niveau de chaque entreprise dits de compétitivité. Je n'hésite pas à considérer cette offensive comme sans précédent à l'égard du Code du travail et je veux m'en expliquer un instant. Le gouvernement donne 2 mois pour que patronat et syndicats trouvent un accord pour fixer un cadre national aux négociations futures dans les entreprises. On nous donne 2 mois, pas encore compris pourquoi on ne nous donnait pas 4 mois ou 5 mois. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais enfin, pourquoi 2 mois, on se demande. Et il ajoute, vous avez 2 mois pour négocier, mais si vous ne parvenez pas à un accord sur ce que je veux, je ferai adopter une loi. En même temps, il précise ce que doivent contenir ces futurs accords d'entreprise. Ils doivent permettre à l'employeur une capacité d'adaptation face aux chocs conjoncturels d'activité. Je n'invente rien. C'est précisé dans la lettre que nous avons reçue du Premier ministre hier soir. Et nous arrivons au bois dur. Ces accords d'entreprise devront permettre les ajustements temporaires liés à l'activité concernant la durée du travail, l'organisation du travail, la rémunération. Cerise sur le gâteau, ces accords s'imposeront sur les normes conventionnelles
et sur le contrat de travail. Autrement dit, il s'agit de permettre aux employeurs, en fonction de la conjoncture, d'exercer légalement leur chantage en exigeant des baisses de salaire, des variations du temps de travail. S'ils obtiennent un accord d'entreprise, plus aucun salarié ne pourra exiger le respect de son contrat de travail. Et vous savez comme moi, dans quelles conditions les employeurs peuvent arracher des accords d'entreprise avec ce qu'il faut bien appeler parfois des signatures syndicales de complaisance. Nous avons déjà des expériences d'accords d'entreprise et nombreux camarades ont déjà des expériences douloureuses. Déjà, au nom de la sauvegarde de l'emploi, Continental, la fonderie du Poitou, et il y en a bien d'autres, vous en connaissez sans doute. Les salaires ont parfois baissé, les horaires diminué ou augmenté, suivant les cas, mais l'entreprise a fermé quand même. La nouveauté dans le dispositif, c'est qu'un salarié qui pouvait exiger le respect de son contrat de travail, demain, ce sera terminé. Chacun sera démuni et n'aura plus aucun recours ni sur ses horaires, ni sur son salaire. La durée légale du temps de travail deviendrait virtuelle. Dans ce cadre-là, les dispositifs de chômage partiel disparaissent, les entreprises et l'État font au passage des économies, c'est le salarié qui devient la seule variable d'ajustement. C'est une révolution du droit du travail. Mais cette révolution-là, chers camarades, il faut qu'ensemble nous la combattions. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas l'Allemagne qui sert de modèle, mais les pays anglo-saxons, là où il n'y a que 15 à 20% de travailleurs couverts par des accords collectifs. C'est le cas aux États-Unis, en Australie, où 35% des travailleurs couverts par des conventions collectives. En Grande-Bretagne, en France, c'est près de 95%. C'est considéré aujourd'hui comme un obstacle majeur. Le patronat en rêvait, le gouvernement veut le faire. Mais je le dis aujourd'hui, la partie ne fait que commencer. En tout cas, une chose est sûre, il ne faudra pas compter sur la CGT pour collaborer à cette opération de sabotage du droit social. La CGT compte sur chacun d'entre vous, sur chacune des organisations, pour informer rapidement ce qui est en jeu. Âge de départ en retraite, convention collective, procédure de licenciement, salaire minimum, droit de grève, voire de manifestation, et j'en oublie, tout devrait passer à la moulinette de la compétitivité, pour une mise en concurrence plus féroce entre salariés, avec comme conséquence de tirer tout le monde vers le bas. L'heure est grave. Non content de multiplier les plans de rigueur et les réformes régressives dans chaque pays, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de passer à un cran supérieur pour imposer l'austérité généralisée en Europe. Ils s'apprêtent à signer un nouveau traité début mars. Une réunion exceptionnelle des syndicats européens vient de décider de tirer la sonnette d'alarme et d'organiser la riposte. Il faut dénoncer le caractère antidémocratique de la procédure à la hussarde qui cherche à mettre les citoyens devant le fait accompli. Il faut s'opposer à la règle d'or dans la constitution de chaque pays. Elle constituera
Elle consisterait à imposer la rigueur budgétaire et sociale pour les salariés dans tous les États de l'Union européenne de façon autoritaire et arbitraire. Face au défi qui nous est lancé, nous avons décidé qu'il était temps que les mobilisations dans chaque pays trouvent un élan supplémentaire par une action syndicale coordonnée de tous les travailleurs de tous les pays européens. Et je veux saluer la belle réussite de la grande grève d'hier de nos amis belges. Aussi, je vous informe et je vous appelle à préparer sans attendre une puissante mobilisation de toutes les professions le 29 février prochain pour dire non à l'austérité en France, non à l'austérité en Europe. Trop, c'est trop, avons-nous dit ensemble, tous syndicats européens confondus, au sein de la Confédération européenne des syndicats. Nous ne voulons pas de ce nouveau traité pour notre avenir et pour l'avenir de l'Europe. Nous ne voulons pas de l'augmentation de la TVA, nous ne voulons pas des accords de compétitivité à la sauce Sarkozy. La CGT créera bien sûr toutes les conditions pour que la mobilisation en France soit la plus unitaire possible le 29 février prochain. Quand on parle de retraite, on doit parler aussi d'emploi, de conditions de travail et du travail lui-même, de salaire. On doit parler de la répartition de la richesse créée, de la place faite aux travailleurs dans une société. Quand on parle retraite, on parle de solidarité entre les générations et de l'avenir de la jeunesse. Quand on parle de retraite, on parle d'un choix de société. La possibilité de bénéficier d'une vraie retraite a été une transformation fondamentale de la vie humaine. Il a fallu près d'un siècle de bataille sociale en France pour imposer ce droit. Fini cette retraite pour les morts et pour les riches que dénonçait la CGT dans les années 20. Fini ces vieux jours qui s'identifiaient à une période de pauvreté. Fini ou presque la crainte de beaucoup de dépendre à la fin de leur vie de la solidarité familiale ou du bureau d'aide sociale. Ce progrès de civilisation ne concerne encore que 10% des travailleurs à l'échelle du monde. Mais il va dans le sens du développement, dans le sens du progrès. Est-ce cela qui s'avère insupportable pour les marchés financiers et leurs bras armés, les agences de notation? Toutes les réformes que nous avons eu à combattre ont cherché à accréditer l'idée que les retraites, donc les retraités, étaient d'abord un fardeau pour la société et il fallait réduire les coûts. En 1987, le gouvernement change le mode d'indexation pour le calcul de la retraite qui ne se référera plus à l'évolution du salaire moyen mais au prix. En 1993, c'est le passage des 10 aux 25 meilleures années de référence et l'allongement de la durée requise pour une retraite sans décote qui passe de 150 à 160 trimestres. En 1995, c'est la tentative de remise en cause des régimes spéciaux avortés par la mobilisation syndicale. Je ne développe pas sur le sujet, je risquerais d'être trop bavard. En 2003, nouvelles règles pour la fonction publique et l'instauration d'un mécanisme qui allonge sans fin la période d'activité exigée au fur et à mesure que l'espérance de vie augmente. C'est aussi la révision à la baisse des droits associés à la maternité et à l'éducation des enfants. En 2007, nouvelle offensive sur les régimes spéciaux. Le rapport de force contraint cependant le gouvernement à devoir négocier.
En 2010, nouvel allongement de la durée de cotisation et report des âges de départ en retraite à 62 et 67 ans. En 2011, c'est l'accord patronat-syndicat sur la retraite complémentaire que la CGT refuse de signer puisqu'il valide le recul de l'âge de départ en retraite. À ce propos, c'est pour nous toujours surprenant de voir qu'un syndicat peut appeler à la grève générale le lundi et signer le vendredi un texte qu'il dit combattre farouchement. Le bilan de toutes ces réformes est calamiteux. À salaire d'activité équivalent, les pensions ont baissé. La pauvreté chez les retraités, qui avait considérablement diminué jusqu'aux années 1990, a commencé à remonter. Le gouvernement connaissait les conséquences prévisibles. La preuve, il a introduit la possibilité de cumuler emploi et retraite. Loin de sauvegarder notre système de retraite, ces réformes l'ont fragilisé au point d'ouvrir de nouveaux appétits aux banques et aux assurances. La retraite, c'est une nouvelle phase de la vie où de nouveaux projets peuvent se construire. La place des retraités est d'un apport considérable pour la société, et ce, dans de multiples domaines. Dans le monde associatif, culturel, dans le monde sportif, dans la vie politique, dans l'activité syndicale, dans bien d'autres domaines. Leurs contributions sont importantes. Les retraités occupent aussi, comme chacun le sait, une place importante au sein des familles. En fait, ils apportent leur quote-part à la vie de la cité. Sans les retraités, la vie serait beaucoup plus difficile pour tout le monde. C'est cette réalité que veulent ignorer tous ceux qui n'envisagent la retraite que comme un coût, tout comme le travail d'ailleurs. Il n'y a aucune raison de considérer que toute augmentation de la durée de la vie doit entraîner mécaniquement une augmentation de la durée d'activité. Lorsque Nicolas Sarkozy... Bon, c'est vrai, je l'aurais cité beaucoup. Bon, il y en a peut-être plus pour longtemps, mais pour l'instant, c'est comme ça. Lorsque Nicolas Sarkozy nous répète entre le choix de faire travailler plus longtemps et celui de diminuer les retraites, j'ai choisi la première solution. C'est faux. Il a imposé une durée du travail plus longue pour avoir sa retraite et il a réduit le niveau de la retraite par rapport au salaire d'activité. Le mot d'ordre devient travailler plus longtemps pour gagner moins. Et son problème, c'est que beaucoup de salariés l'ont bien compris. La question d'aujourd'hui n'est pas de savoir comment on va rendre acceptable un recul social programmé. Il faut remettre à plat l'ensemble du dossier, explorer les pistes qui ont été arbitrairement fermées par le patronat et les gouvernements et ouvrir les négociations qui n'ont jamais eu lieu. La CGT n'entend pas fuir les problèmes. Elle a une analyse, des revendications et une conception qui doivent être prises en compte. Chers camarades, chers amis, contrairement à ce que l'on veut faire croire, les salariés ne sont pas condamnés à subir les effets des décisions prises sans eux, voire contre eux. Organisés et unis, ils peuvent avoir prise sur les événements. À cet égard, nous ne sous-estimons pas les changements susceptibles d'intervenir à l'occasion des échéances politiques. La longue expérience de la CGT nous enseigne aussi qu'en toutes circonstances, l'activité et l'action syndicale sont indispensables pour assurer la défense des intérêts des salariés aujourd'hui et pour ceux de demain. Cette intervention appelle partout un renforcement des forces syndiquées à la CGT, une présence plus large dans les entreprises, plus large dans toutes les localités. Adhérer à la CGT, c'est augmenter les chances d'un retour à la retraite à 60 ans. Adhérer à la CGT, c'est affirmer sa dignité en tant que salarié et être un acteur dans les choix de société. Ensemble, nous allons continuer le combat. Ensemble, nous allons faire en sorte
de ne pas laisser les affaires du monde aux seules mains du monde des affaires. Merci. Merci à tous pour votre précieux engagement. Merci pour votre combativité. Rendez-vous le 29 février. Vive la retraite à 60 ans. Vive la CGT!